y a eu la révolution culturelle, mai 68, les Rolling Stones, les Cheveux Longs, les Black Panthers, les Palestiniens, l'Underground, et depuis 2-3 ans, plus rien. Est-ce que je dois te rappeler que t'es pas chez toi? Arrête de m'appeler mon ami déjà. Toi et moi, on n'est pas si amis que ça. Hein? Donc déjà, tu vas redescendre. Je suis pas ton ami. Tu me vois prendre mon pied et attaquer des vieilles dames avec nos futurs tatoués sur la poitrine? Je comprends rien de rien à ce qui se passe. T'as qu'à voir à la télé, les mecs, ils ont pas de ventre. On sait même pas s'ils chient. Mais célébrer, pourquoi vous voulez célébrer le cinéma? Parce que... il est pas assez célèbre déjà? Ou il l'est plus assez? Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'Éclipse. Cette semaine, je suis avec Arthur. Comment ça va, Arthur? Bonjour, ça va très bien et toi? Ça va très bien, je te remercie. Et cette semaine, comme vous avez pu le lire dans le titre, nous allons faire un épisode un petit peu particulier puisque ce sera une sorte d'épisode sur un film du patrimoine, si on veut, qui s'appelle Lili Marleen et qui est réalisé par Rainer Werner Fassbinder. Ihr habt euch nur zur falschen Zeit kennengelernt. Was genau hast du ihr gesagt? Was habt ihr nur je gesehen, zum Teufel nochmal? Alors, synopsis, l'amour impossible entre l'interprète de la chanson Lili Marleen, instrument de la propagande allemande, et un jeune musicien d'origine juive. Fassbinder, c'est ma réalisateur préféré, donc c'est vrai que c'est toujours un peu difficile c'est plus facile, je trouve, de taper sur un film des fois, ou de parler d'un film qu'on apprécie un petit peu. C'est toujours plus compliqué, je trouve, de parler d'un réalisateur et d'un film qu'on adore. Donc Fassbinder, comme je disais, c'est un de mes réalisateurs préférés. Voire mon réalisateur préféré, en fait, je pense qu'il n'y en a aucun pour moi qui me touche autant. Et Lili Marleen fait partie de ses meilleurs films, je trouve. Et comment on pourra en parler? C'est un film qui a une esthétique très particulière. C'est vrai que ça peut être compliqué, et on en reparlera après de toute manière avec Jordan, compliqué peut-être de le conseiller réellement à quelqu'un, parce que c'est une esthétique qui va pas plaire forcément au premier abord au spectateur, surtout en salle. C'est vraiment clinquant, c'est kitsch, c'est baroque, c'est un peu tout ça en même temps. Mais ça s'accorde vachement bien avec le propos. Et on en parlait un petit peu avant par message. Je trouve que c'est un film qu'on peut mettre aussi en lien avec La Zone d'intérêt qui est sorti récemment, pas pour le côté esthétique, mais pour cette manière de traiter le nazisme comme il est, c'est-à-dire une espèce de grande affiche où le capitalisme est vraiment mis en avant, dans le sens où c'est une sorte de société énormément de consommation et d'apparat, où tout semble factice jusqu'à la musique qui est réalisée ici, enfin dont le film parle de la création qui va passer sur le front, que ce soit de l'Est ou de l'Ouest, pour les soldats allemands. Et vraiment, Fassbinder le met très très bien en scène. Alors j'ai lu, après avoir revu le film, que Fassbinder aimait pas trop son film, parce que je pense qu'il manque d'ambiguïté. Il est vraiment totalement frontal, en fait. Il critique réellement le nazisme, que ce soit par sa forme ou par son fond. Et c'est peut-être ça qui dérangeait un peu Fassbinder, qui a l'habitude dans ses autres films d'être un peu plus sur la corde entre le bien et le mal. Là, il est vraiment à fond pour montrer le mal. Mais c'est un film que je trouve vraiment magnifique formellement, très beau, très bien interprété, dans le sens où Anna Schygulla, Lili Marleen, la créatrice du morceau Lili Marleen, peut paraître très théâtrale et en faire des tonnes, mais c'est exactement ce qu'on lui demande. Ça répond totalement à cette théâtralité du nazisme, qui va répondre ici par le jeu d'une actrice qui est assez fabuleuse dans cette manière de presque faire exprès de mal jouer. Et c'est vraiment assez fascinant comme film. Pour la forme, on s'inspire vraiment de tout ce que Fassbinder aime chez Douglas Sirk, qui est vraiment son mentor, chez qui il jouera d'ailleurs à la fin de sa vie, quand Douglas Sirk reviendra des États-Unis en Allemagne. Il va jouer dans un ou deux courts-métrages de Douglas Sirk sur la fin de sa vie. Et on est vraiment dans toute l'esthétique des films comme Mirage de la vie, Un temps pour vivre, Un temps pour mourir. C'est assez clinquante, assez lumineuse, en y rajoutant sa patte à lui, celle de Fassbinder, donc celle du théâtre. On est vraiment dans un mélange fascinant entre ce que Sirk pouvait faire de plus beau et que Fassbinder améliore presque, surtout dans la forme, en y ajoutant toute sa patte théâtrale, puisqu'il faut savoir qu'en plus d'avoir réalisé 42 films en 16 ans de carrière, et 20 ans de carrière à peine, il a également monté de nombreuses pièces de théâtre, et les deux milieux, il les lie pas mal, parce qu'il est même allé jusqu'à réaliser des films qui sont uniquement du théâtre filmé, et même un très bon documentaire sur du théâtre. Et on a vraiment ici toute la quintessence peut-être de son cinéma,
surtout après Bernie Alexanderplatz, Paulie Marlin, il a un énorme budget, plus que ses films précédents, sauf Bernie Alexanderplatz, du coup, qui dure en plus 15 heures. Mais il en profite vraiment, les décors sont assez grandiloquents, sont magnifiques. On sent qu'on est dans un studio, mais c'est fait exprès, il va en jouer avec les limites, un peu comme Coppola, qui pouvait le faire déjà à la même époque. Il va jouer vraiment avec les limites de studio, les limites de ce décor. Et il va faire vraiment quelque chose d'assez fabuleux avec ce budget. Il va continuer de travailler dans les films après, comme Véronica Voss, Lola et même Querelle dans la fin de sa vie. Il prend vraiment un tournant très kitsch vers la fin de sa vie qui est assez intéressant et assez formidable, je trouve. On va revenir sur plusieurs choses parce que tu as esquissé pas mal de trucs et il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord, d'autres pas forcément, ou du moins je vais apporter un petit contrepoint par rapport à ce que j'ai pensé, du moins de mon interprétation du film. Déjà pour commencer, c'est mon premier Fassbinder. De là à dire que je conseillerais pas, je ne sais pas. Moi je pense que si, parce que ça reste un film qui reste relativement abordable, je pense, parce que je ne sais pas quels sont les autres Fassbinder, mais de ce point de vue-là, je pense que ça reste un film qui est assez abordable. Mais il est vrai qu'il faut quand même prendre conscience qu'il y a toute une mise en scène assez particulière dans Lily Marlin. Donc d'après ce que tu dis, c'est quelque chose qu'on retrouve dans à peu près toute sa filmographie, ou du moins une grande partie, et peut-être même de plus en plus exagéré avec le temps. Mais effectivement, c'est vraiment très troublant d'un point de vue mise en scène. Il y a cette esthétique hyper clinquante, comme tu l'as dit, hyper kitsch aussi. Il y a vraiment un goût du kitsch total. Pareil, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est le montage qui est très abrupt. C'est-à-dire que parfois, on va avoir une scène qui frôle un petit peu avec l'onirisme, qui est un petit peu comme ça suspendu, et d'un coup, cut, et on se retrouve dans une pièce avec des dignitaires nazis qui sont en train de parler entre eux. Il y a vraiment des moments comme ça qui coupent instantanément, ça passe un petit peu du coq à l'âne. C'est vrai que c'est assez particulier et ça aide pas forcément à rentrer dans le film, ou du moins, ça me faisait un petit peu sortir du film comme ça par à coup. Mais après, ça reste des procédés qui sont intéressants à analyser. Du coup, là où je disais que je voulais revenir sur certaines choses, notamment quand tu disais que Fassbinder n'aimait pas son film, peut-être parce qu'il trouvait que ça manquait d'ambiguïté. Alors, peut-être oui, parce que les nazis sont quand même forcément dépeints comme des méchants, dépeints comme des monstres, etc. Et encore, des méchants, oui, des monstres, pas forcément. C'est-à-dire que le régime nazi, les nazis, le Troisième Reich, ou même Hitler, qui d'ailleurs est mentionné forcément, mais qu'on ne voit pas, dont la présence est une présence-absence, malgré le fait que le personnage de Willy, qui chante Lily Marlin, on va dire, grimpe un petit peu les échelons de cette pyramide nazie, mais on ne voit pas Hitler incarné par un acteur, si on veut, il est toujours hors champ. Ces nazis sont presque traités uniquement comme des soldats d'un régime totalitaire quelconque. Je veux dire, il n'y a pas de très grand moment de cruauté nazie comme on se l'imagine ou comme il a été documenté au fil de l'histoire. Et il y a également, pour en rajouter un petit peu sur cette ambiguïté, je trouve que tous les personnages, ou presque, sont tous un peu ambigus. Ils ont tous un petit peu leurs défauts, notamment le personnage principal, donc Willy, celle qui chante la musique, Lily Marlin, qui elle est quand même très étrange et elle a des discours. Alors, je pense que le but du film, c'est déjà de montrer à quel point le succès peut te mettre dans un déni absolu sur ce qui t'entoure. C'est-à-dire que la chanson Lily Marlin n'est pas vraiment une chanson propagandiste, pour le système, j'entends, mais c'est une chanson qui est utilisée en tant que chanson de propagande. C'est un peu paradoxal ce que je dis, mais c'est-à-dire que la chanson est utilisée pour remonter le moral des troupes de manière régulière, c'est-à-dire qu'elle passe tous les jours à la radio. Mais en tant que telle, la chanson, c'est une chanson d'amour, en fait. C'est pas une chanson qui est là pour vanter les mérites du régime nazi. Et en fait, du coup, cette femme, même si elle est dans le déni et qu'on va dire ce succès la grise un petit peu, ça nous donne la sensation qu'elle ferme les yeux un petit peu sur justement la cruauté de ce régime nazi dans lequel elle fait partie maintenant. Elle a quand même des phrases très étranges. À un moment donné, elle rencontre... Alors parce que oui, tu l'as pas évoqué, on ne l'a pas trop évoqué, mais donc elle est amoureuse. Il y a une histoire d'amour à côté de ça avec un résistant juif. C'est important de le souligner maintenant pour la suite de ce qu'on va dire.
même si on l'a dit dans le synopsis. Et en fait, à un moment donné, donc elle revoit cet amant juif un petit peu après le film, quand elle a déjà du succès, et elle lui dit, quand il lui dit « mais t'es au courant que ce pays commet des atrocités ?» Elle répond « mais je ne sais rien de tout ça, je chante, c'est tout ». Comme si elle était un petit peu dans le déni, comme si elle était machin. Mais plus tard, elle va avoir une autre réplique, elle dit « quand on veut survivre, on ne peut pas toujours choisir de vivre comme on veut ». C'est-à-dire que l'un dans l'autre, elle est quand même consciente en fait qu'elle fait partie d'un régime totalitaire, cruel, qui fait énormément de mal partout où il passe, qui a commis un génocide, plusieurs génocides, et ça en fait un personnage qui est très trouble, parce que d'un côté, on la voit pas forcément comme une bonne personne, mais c'est pas forcément une mauvaise non plus, parce qu'elle factuellement, en fait, à part chanter et avoir du succès, elle ne fait rien dans ce film. En plus, c'est plutôt une piètre chanteuse, et c'est vrai que moi, personnellement, je trouve la chanson assez affreuse, et malheureusement, on nous la sert assez régulièrement dans le film, mais elle est vraiment... elle est très ambiguë, et d'ailleurs, moi personnellement, j'ai pas du tout été pris d'empathie pour elle, pas du tout. Mais à la fin, il y a quand même un côté où, avec tout ce qui lui arrive et avec les conséquences qui lui tombent dessus, c'est vrai que c'est compliqué de ne pas avoir un peu d'empathie pour elle, quand bien même elle fut relativement, je vais pas dire détestable, mais un peu insignifiante en fait pendant tout le film. C'est-à-dire que on s'en fiche un petit peu de ses états d'âme parce que elle appartient au régime nazi. Enfin, je sais pas ce que tu penses toi de ce personnage principal, mais d'un point de vue ambiguïté, je trouve que ne serait-ce que lui, entre autres, est hyper trouble. Et puis j'ajouterais à ça rapidement aussi quelque chose d'autre qui est trouble dans le film, c'est que toute sa belle famille, du coup, qui est juive, est profondément antipathique. C'est quand même une dinguerie à quel point son beau-père, donc le père de son amant, il est vraiment antipathique. Et il est même genre manipulateur, cruel. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de mauvaises choses qui vont arriver à Willy de son fait. C'est-à-dire que si elle se retrouve plus ou moins piégée en Allemagne, c'est à cause de lui. Si elle se retrouve à un moment donné un peu pris, un peu dans la merde, c'est à cause de lui. Beaucoup de choses viennent de ce personnage et du coup d'un personnage juif. Donc dans un film sur un régime, qui traite du régime nazi, etc., le fait qu'un juif soit pas forcément montré comme tout simplement une victime, je trouve que ça apporte une ambiguïté qui est quand même non négligeable. Enfin, moi, c'est mon avis. Moi, c'était surtout dans la représentation du régime nazi. Après, oui, en effet, il y a cette ambiguïté sur le personnage principal qui est intéressante et qui quand même permet au film de tenir 2 heures. C'est vraiment sur la représentation de cette espèce d'univers nazi et de propagande nazie et de spectacle, de la manière de se donner un spectacle des nazis, où je pense sincèrement que pour le public allemand, il n'y a vraiment aucune ambiguïté. C'est vraiment toute l'horreur et toute l'absurdité de ce régime. Sans questionnement sur ça, même si ensuite en effet tu as les autres personnages à côté qui peuvent eux créer une ambiguïté. Je parlais vraiment sur la représentation du nazisme en lui-même. C'est vraiment un grand spectacle et du théâtre. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Je sais pas si tu vois où je veux en venir, mais c'était surtout sur ça, pas forcément sur le personnage principal. Ouais, non, mais je vois, et d'autant que effectivement sur les scènes de représentation des nazis, il y a quand même énormément de choses. Alors déjà, moi je parlais surtout des scènes de représentation d'elle en train de chanter, mais donc pour le régime nazi, elles sont systématiquement filmées de manière très froide, très bleutée. Je sais pas si tu te rappelles, mais il y a vraiment cette image très bleutée, très pas métallique, mais presque en fait, qui du coup, tu vois qu'il n'y a pas du tout de chaleur là-dedans. Il y a rien qui se dégage de cette scène-là. On sent que c'est quand même un truc, t'as pas vraiment envie d'être là avec elle, quoi. Et d'ailleurs, les scènes, plus elles avancent, plus elle, comme son état, on va dire presque psychologique, et le fait qu'elle se rende compte un petit peu quand même au fil du film de ce qu'elle est vraiment en train de faire, et des conséquences d'ailleurs que ça peut avoir sur elle, sur sa relation amoureuse, etc. Et les scènes tournent de plus en plus, elles tendent de plus en plus vers le morbide, c'est-à-dire que les scènes sont vraiment, à la fin, elle se représente, mais elle est quasi vide, elle a le regard complètement éteint, comme si elle avait plus d'âme du tout, et toutes ces scènes sont vraiment de pire en pire. Et en plus, tu l'as un petit peu souligné également, toutes ces séquences où elle chante sont toujours entrecoupées de séquences de guerre, c'est-à-dire des séquences quand ils sont au front, des choses comme ça. Et là encore, je trouve que ça apporte une certaine ambiguïté, parce que là, on pourrait penser qu'une chanson d'amour pourrait simplement être entre guillemets, une belle chose, et le front, quelque chose de dégueulasse. Le fait de faire une séquence alternée en montrant des scènes de guerre et cette chanson, du coup, rend dégueulasse de plus en plus la chanson, tout en adoucissant un petit peu les séquences au front, parce que on voit quand même ces soldats
qui sont là en train de chanter quand la musique passe, comme si c'était un petit peu comme une colonie de vacances, quoi. Alors que ils sont juste en train de mourir, quoi. Je veux dire, là, ils sont en train de chanter, mais certainement que celui qui chante une demi-heure après, il va mourir, quoi. Donc il y a toujours, je trouve, ce petit truc où il y a toujours ce petit contrepoint assez régulièrement qui n'en fait pas quelque chose de trop forcément manichéen. Quand bien même on pourrait réclamer du manichéisme quand on parle d'un film sur le nazisme. Mais je pense que Fassbinder est un peu plus intelligent que ça et je pense que le film souligne aussi. Et d'ailleurs, moi j'avais lu certaines critiques de l'époque qui trouvaient le film justement un peu trop ambigu de ce point de vue-là et qui avaient été un petit peu gênés, voire malaisés de cette représentation globale du nazisme, du régime nazi, du Troisième Reich et surtout du contexte en fait du film qui entoure ce régime nazi. Non, mais c'est que je disais ça parce que j'avais quand même lu qu'il appréciait peu ce film, et ça pouvait être une des possibilités. Ça se trouve, c'est pour autre chose, c'est peut-être le budget qui lui a déplu. Mais en effet, quand tu parles de manichéisme, même le film, dans ses couleurs, il fait une espèce d'opposition constante entre le rouge et le bleu régulièrement sur les plans, sans forcément que le bleu soit le bien et le rouge le mal. Enfin, il y a vraiment une volonté de casser le manichéisme possible avec ce genre de film qui est assez intéressant, même ne serait-ce que dans l'image et dans la construction de l'utilisation de la lumière et de sa mise en scène. Donc ça, c'est intéressant aussi. Pendant que tu es sur la colorimétrie, et après, je te laisserai finir, mais il y a une autre scène, maintenant que tu en parles, qui m'a marqué, c'est quand justement, alors là, elle est un petit peu au sommet de sa gloire, et les nazis, en gros, pour le dire grossièrement, lui achètent une maison, c'est-à-dire qu'ils lui permettent de vivre dans une maison. Et tout de suite, la maison, donc elle est très belle, tout va très bien. C'est un peu une séquence, d'ailleurs, encore une fois, un peu gênante, parce qu'elle est là, elle est en train de s'éblouir devant cette maison. Les nazis sont là un petit peu comme des agents immobiliers. Vous avez vu comment cette maison est belle et tout. Et là, elle dit une réplique qui m'a marqué. Elle dit « Mais comment savez-vous que je raffole du blanc ?» Et d'un coup, c'est là qu'on a encore le contrepoint un peu effrayant du nazi qui lui répond « Ce que nous devons savoir, nous le savons ». Et c'est vraiment une phrase mais qui fait froid dans le dos parce que d'un coup, voilà, on est dans une scène, tout va bien, limite, bon, c'est un petit peu embourgeoisé, elle a de l'argent, elle est contente, elle a du succès, c'est trop bien. Et d'un coup, le nazi lui rappelle que mais t'es dans un régime totalitaire, ma grande. En fait, t'es pas libre de tes mouvements, t'es même pas libre de tes pensées, on sait tout de toi. Ce qui est d'autant plus effrayant puisque elle noue une relation amoureuse qu'elle pensait cachée, qu'on pensait cachée, mais qui peut-être ne l'est pas. Et d'ailleurs, on apprendra qu'elle ne l'est certainement pas. Je trouve c'est hyper intelligent la subtilité avec laquelle Fassbinder te remet régulièrement comme ça ces petits coups de stress, ces petits coups un peu, et te montre à quel point effectivement les nazis étaient terrifiants et savaient des choses et étaient factuellement terrifiants, quoi. Ils étaient capables de donner froid dans le dos comme ça en une réplique parce qu'ils savaient tout de toi, ils savaient tout des personnes qui travaillaient pour eux, quoi. Oui, globalement, je suis d'accord. Et puis le film tourne, on est vraiment dans un espèce de mélodrame aussi bien formel que comme tu le dis, même sur les drames qui lui arrivent, etc. On est vraiment dans l'exagération du mélodrame sorkien ou américain, qui va encore plus dans ce sens-là sur les différents sujets que le film aborde, au point même des fois d'en oublier l'histoire qu'il y a derrière, l'histoire de la chanson qui est d'ailleurs, de ce que j'avais lu, assez réaliste, parce que on est vraiment sur un biopic à moitié caché, si c'était le nom des personnages qui n'est pas respecté. On est vraiment sur quelque chose de là-dessus très très proche de ce qui a pu vraiment arriver à cette chanteuse et à ce morceau. Mais c'est moi personnellement ce qui m'a le plus plu, c'est vraiment le côté mélodramatique, vu que j'aime beaucoup les mélodrames. On est vraiment dans un aboutissement du mélodrame que Fassbinder a pu mettre en place dans sa carrière, mais du coup tu peux pas, vu que t'en as pas vu d'autres, pas vraiment comparer. Ça pourrait être intéressant du coup d'avoir ton avis si t'en vois d'autres. Mais ce qui est intéressant, c'est la place de la femme dans son cinéma, parce que c'est le premier. Alors, il fait pas vraiment partie de la trilogie sur les femmes allemandes, qui sera composée de Lola, une femme allemande, Le secret de Véronica Voss et Le mariage de Maria Braun. Mais pour certains, il fait vraiment partie comme la première pierre de l'édifice de cette tétralogie sur ces femmes qui ont fait l'Allemagne, qui ont construit une forme d'imagerie allemande. C'est assez intéressant ce qu'il a pu en faire, et celui-là est vraiment la première pierre de cet édifice. Donc je souhaiterais que, en plus de celui-là, peut-être Carlotta ressorte par la suite en salle dans les mois à venir, les 3 que j'ai pu citer. Ça pourrait permettre aux gens d'avoir vraiment une vision globale de ce qu'il a voulu faire à la fin de sa vie, parce qu'il est mort l'année suivante, hein. Il a réalisé les 4 films en l'espace d'1 an et demi, et il se ressemble vraiment beaucoup formellement dans le ton, dans le fond. Ça peut être intéressant également de voir ces autres mélodrames pour ceux qui nous écoutent, si vous en avez le temps. Donc on a Le mariage de Maria Braun après Lily Marlin, logiquement, Lola, une femme allemande, et Le secret de Véronica Voss qui clore vraiment sa carrière.
Et c'est intéressant qu'il finisse sur ces films-là qui sont peut-être, avec Querelle, ce qu'il a pu faire de plus Fassbinderien, c'est pas beau, mais de sa carrière et qui vraiment ont l'aboutissement de tout son cinéma et de tout ce qu'il a pu faire pendant 15 ans. Un peu comme si, de toute manière, mourir après, il avait mis fin à ce qu'il voulait représenter. Et c'est assez intéressant de commencer par celui-là. On pourrait parler un peu des acteurs, même si en général, on essaye plus de décortiquer la mise en scène ou les choses comme ça. On est quand même sur un casting de plutôt bonne qualité. On a Gottfried Schon, que les Français connaissent surtout pour avoir joué César dans Astérix le Gaulois, qui est vraiment, moi je trouve, un des plus grands acteurs du cinéma allemand, avec Udo Kier aussi, qui est assez connu. On est quand même sur du très bon casting, avec une Anna Schygulla assez formidable, des rôles féminins vraiment forts et intéressants. Enfin, c'est vrai qu'on parle pas souvent du casting ou des acteurs, mais c'est aussi intéressant pour les gens qui aiment bien ces acteurs-là de les voir peut-être dans d'autres rôles. Parce qu'Anna Schygulla, je pense qu'aujourd'hui, elle fait plus grand-chose. Udo Kier, beaucoup de gens l'ont vu peut-être dans des nanars ou des blockbusters de ces dernières années, parce qu'il a touché un peu à tout. Ou alors chez Lars von Trier, là on le voit quand même dans un rôle un petit peu différent, un petit peu plus théâtral. Et puis Gottfried Schon, qui est vraiment pour moi l'une des plus grandes révélations quand j'ai découvert le cinéma de Fassbinder, parce que pour moi c'était en effet uniquement César dans Astérix le Gaulois, et qui est un excellent acteur. Ici, il joue, si je me souviens bien, un dignitaire nazi ou en espion. J'ai un coup d'un coup sur son rôle. Bref, ça c'est pas la question. C'est vrai qu'on parle assez peu des acteurs après parce que c'est comment expliquer, c'est un champ esthétique qui m'intéresse assez peu en fait. Le jeu des acteurs, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. Puis en plus, je suis pas forcément très bien, enfin, je suis pas forcément très bon pour jouer de ce genre de choses. Il y a des acteurs que j'aime bien, d'autres que j'aime moins, mais après, bon, c'est pas j'aime pas forcément m'attarder là-dessus. Moi, là où sur le dernier point que j'aimerais aborder, et ce sera peut-être le dernier point qu'on abordera sur ce film, c'est en fait la mise en abîme, je pense, du film, sa mise en scène vis-à-vis du régime nazi qu'il traite en fait. Je trouve que c'est un film très particulier parce que j'ai vraiment la sensation que Fassbinder adopte une esthétique qui est ouvertement outrancière, ouvertement kitsch, ça on l'a déjà dit, mais qui du coup est profondément factice. C'est vraiment rien ne fait vrai en fait dans ce film, que ça soit, bon, du coup on y revient, le jeu des acteurs, que ça soit dans les décors, que ça soit, il y a beaucoup de choses, on sent que tout paraît faux, comme s'il y avait quelque chose une sorte de vernis par rapport à tout ça. Et en plus c'est vraiment au sein d'un film, alors j'ai vu aucun Fassbinder, mais je sais que c'est un des films où il a eu un des plus gros budgets, ça pourrait presque être considéré comme une super production. Et Fassbinder en fait quand même un film assez monumental, je trouve. Enfin, je veux dire, il représente bien cette monumentalité du régime nazi. Et c'est là où je veux en venir, c'est vraiment justement la mise en abîme, en fait. Parce que le régime nazi, c'est quand même construit sur ça. Sur une image clinquante, monumentale, mais qui, franchement, est vraiment... Enfin, l'imagerie nazie est complètement kitsch, quoi. Elle est vraiment outrancière, mais elle est complètement kitsch. Enfin, je veux dire... Et c'est une imagerie qui, forcément, a marqué. Ce qui est quand même le but d'une imagerie dans un régime totalitaire. Et c'est vraiment un film qui joue sur un équilibre assez fragile. Tout ça est vraiment montré de manière un peu ridicule. C'est peut-être pas le mot qu'il faudrait utiliser, mais ça paraît vraiment ridicule. Mais ridicule comme... Du guignolesque, un peu. Voilà. Un peu comme plus guignolesque que ridicule, ouais. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais... Oui, plus, oui, c'est ça. Effectivement, plus grand guignolesque. Mais comme pouvait l'être... le régime nazi, c'est-à-dire que si on se focalise sur les discours d'Hitler, sur les images qu'on voit, les images qu'on a eues, c'est-à-dire ces grandes foules très bien ordonnées, cette espèce de nabo qui était Hitler, qui était hystérique sur scène, tous ces nazis qui étaient tous droits, bien habillés, machin, et puis ces grandes croix gammées, ces trucs qu'on voit partout, et c'était vraiment... Voilà, une esthétique monumentale, mais monumentale, grand guignolesque. C'était presque, voilà, ça paraissait ridicule de voir ça. Alors, évidemment, le but était de terrifier aussi, mais quand on prend du recul, c'est vraiment une mise en abîme du film ces nazis-là, vraiment, je me perds un petit peu dans ce que je dis, mais parce que je me répète beaucoup, mais c'est grand guignolesque. Et c'est vraiment une mise en abîme en plus de l'obsession du Troisième Reich, et a fortiori d'Hitler, de se mettre en scène. En plus, le film montre vraiment à quel point la société nazie a vraiment construit quelque chose autour du spectacle. C'est-à-dire que, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, la musique n'est pas propagandiste, mais ils ont réussi à en faire une musique de propagande. Et ça, c'est aussi une manière de soumettre un petit peu son peuple avec des trucs comme ça, avec
Bon, ça, après, on renvoie à des gens qui ont traité ça mieux que nous, mais la société du spectacle, des choses comme ça. On a souvent dit que le nazisme était la première pierre au capitalisme et que finalement, ils ont vraiment causé une extermination, mais d'un point de vue capitalisme du terme, c'est-à-dire avec ces histoires de rendement, il fallait en tuer le plus possible, le plus vite possible, etc., et que ça coûte le moins cher, etc., etc. Mais il y a aussi vraiment tout ce côté mise en scène, tout ce côté publicitaire, tout ce côté, il y a vraiment tout c'est à côté, encore une fois, du capitalisme, avec cette société du spectacle qui était uniquement là, du coup, pour, on va dire, un petit peu détourner l'attention, en plus des atrocités qu'ils commettaient en Allemagne ou autour des pays limitrophes à l'Allemagne, comme la Pologne, comme l'Autriche, etc. Mais ouais, c'est vraiment un film qui joue énormément sur le trouble et la représentation du nazisme, et à quel point lui-même se mettait déjà en scène. Je trouve que ce film, d'un point de vue mise en scène, est une belle mise en abîme de ce régime nazi. Pour sans forcément rebondir sur ce que vient de dire Jordan, mais c'est vrai qu'on pourrait conclure simplement, en tout cas je vais me permettre de le faire, en essayant grandement déjà, même si j'ai dit l'inverse au début, possiblement vous essayez à Lily Marlin, si vous avez la chance qu'il passe dans votre salle. Sinon, Carlotta, désolé de faire un peu de pub, mais ressort un coffret avec le Fassbinder dans lequel il y a pas mal de films, dont Lily Marlin de Fassbinder, et puis voir d'autres films du monsieur. Il y en a 42 à voir, donc vous avez vraiment de quoi faire. Et tous aussi intéressants les uns que les autres, sauf quelques exceptions, mais qui, si vous inquiétez pas, sont pas dans les coffrets Carlotta. Donc tout va bien. Mais voilà, donc peut-être aller voir d'autres films de Fassbinder et puis pousser jusqu'à voir sa tétralogie sur les femmes allemandes, et puis Bernd-Alexanderplatz, peut-être, qui et peut-être sont plus proches de ceux dont on vient de parler. Et puis je conclurai sur une dernière chose, parce que tu l'as esquissé au tout début de l'épisode en disant que en salle ça pouvait un petit peu piquer les yeux. C'est important de le souligner, le film ressort en salle. Et c'est aussi pour ça qu'on fait cet épisode, c'est un petit peu pour suivre la ressortie de ce film dans les salles en France. Et voilà, on vous conseille d'aller le voir. On a esquissé pas mal de choses sur ce film moi que j'ai plutôt bien apprécié. Je pense que toi tu l'as encore plus aimé que moi. Mais voilà, on vous conseille d'aller voir ce film en salle, où effectivement Carlotta a ressorti un coffret contenant Lily Marlin. Alors Carlotta a sorti 3 coffrets en tout de films de Fassbinder, avec énormément de films de Fassbinder à l'intérieur. Donc voilà, dans les 3 coffrets, il y aura de quoi faire, plus Le Monde sur le fil encore, qui a été édité à part. Enfin voilà, Carlotta édite énormément Fassbinder. Donc effectivement, si vous voulez du moyen... de l'édition physique, vous pouvez aller vous pencher là-bas, ou sinon effectivement le film ressort en salle, et on vous quitte sur la fameuse chanson Lily Marlin qui est chantée dans le film. Unsere beiden Schatten sahen wie eine aus, dass wir lieb uns hatten, da sah man gleich heraus.